Voilà. Donc, maintenant que l'enregistrement est débuté, dans un premier temps, je vais vous informer que cette activité de perfectionnement est offerte grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada, du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes et des membres du réseau. Donc, bienvenue à l'atelier aujourd'hui qui a pour titre Formation en ligne en enseignement supérieur. Vos étudiants sont-ils motivés? Donc, un sujet grandement intéressant aujourd'hui. On a Mélanie Cabana qui est avec nous, pardon, qui est conseillère en pédagogie numérique au service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke et chargée de cours depuis plus de 10 ans dans le programme de baccalauréat en enseignement professionnel. Au cours de sa formation à la maîtrise en sciences de l'éducation réalisée à l'Université de Sherbrooke, elle s'est particulièrement intéressée à l'incidence des pratiques pédagogiques sur la motivation des personnes étudiantes et sur leur utilisation de stratégies d'apprentissage. Donc, elle enseigne aujourd'hui exclusivement en formation en ligne. Nous avons aussi avec nous Caroline Bourque, qui est conseillère en pédagogie numérique au service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke et chargée de cours depuis plus de 10 ans dans les programmes de deuxième cycle en ligne en enseignement au préscolaire et au primaire, ainsi qu'en enseignement au secondaire. Bientôt détentrice d'un doctorat en éducation, c'est peut-être, en tout cas, c'est marqué dans ma présentation pour la fin de l'automne 2023, donc ça s'en vient. Et elle s'est intéressée dans ses recherches à l'expérience motivationnelle de la personne apprenante universitaire dans sa formation en ligne à l'enseignement. Donc, Madame Cabana, Madame Bourque, c'est un plaisir de vous avoir ici avec nous. Puis maintenant, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. En fait, bienvenue à toutes et à tous. La présentation, nos présentations étaient extrêmement complètes. Seulement vous préciser que dans le fond, le but de cet atelier est surtout de démystifier la motivation des étudiants au supérieur, puis de se doter de pistes concrètes pour intervenir. Alors, dans le contexte particulier de cet atelier, je vais me positionner en tant que chargée de cours et dans le fond, donc chargée de cours au baccalauréat en enseignement professionnel. J'y enseigne depuis une dizaine d'années et puis, dans le fond, ma participation va essentiellement consister à modéliser les connaissances théoriques là, qui auront été présentées, donc dans un contexte concret de planification d'une activité pédagogique. Alors, tu peux poursuivre, Caroline? Oui, parfait. Bonjour tout le monde. Bien contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc, oui, conseillère en pédagogie numérique, c'est le chapeau que je porte aujourd'hui, mais également celui de doctorante. Donc, effectivement, soutenance mi-décembre. Donc, je vais avoir l'occasion de vous présenter quelques résultats de ma recherche. Juste avant de commencer, on aimerait avoir une petite idée des personnes qui sont avec nous aujourd'hui, donc de votre contexte professionnel. Je vais lancer un petit sondage. Et dans ce sondage-là, vous voyez, on vous demande dans le fond qui vous êtes. Est-ce que vous êtes une personne enseignante au collégial, conseillère pédagogique au collégial, enseignante à l'université, conseillère pédagogique à l'université ou autre? C'est pour avoir un petit portrait. Moi, je suis quand même curieuse. Il y a beaucoup de autres. Si c'est possible de mettre dans le clavardage peut-être les autres à qui on s'adresse. Sinon, je vois quand même beaucoup de personnes enseignantes, conseillères pédagogiques à l'université. Ça semble être la majorité. Parfait. Donc, merci pour notre professeur aux adultes. OK. Super. Bien, merci. Écoutez, ça donne une bonne idée. Donc, je vais terminer le sondage pour pouvoir commencer. Donc, avant d'aller plus loin, je vais seulement vous présenter un peu le plan qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, on va d'abord mettre sur la table quelques éléments de problématique là, pour vraiment venir camper l'objet de la rencontre d'aujourd'hui. On va y aller de deux points de vue. Donc, d'abord, le point de vue de l'étudiant, qu'on va amorcer avec une activité de partage et je vais vous présenter un portrait des perceptions, donc qui est un des résultats de ma recherche. Puis ensuite, Mélanie, dans son rôle de chargée de cours, va venir nous présenter le point de vue de l'enseignante.
Faire un partage d'expérience. On va faire une activité aussi de réflexion individuelle, une mise en commun, et on va avoir l'occasion donc d'un petit temps d'échange et de discussion à ce moment-là, et vos questions également. Donc, on commence avec le point de vue étudiant. Pourquoi s'intéresser à la motivation en ligne, spécifiquement dans le contexte, à la motivation spécifiquement dans le contexte, de la formation en ligne en enseignement supérieur? En fait, vous n'êtes pas sans savoir que dans les dernières années, les dernières décennies même, il y a eu une augmentation qui est importante de la formation en ligne, tant à l'échelle mondiale que spécifiquement également au Québec. Et cette augmentation-là a vraiment été exacerbée par le contexte pandémique. Il y a une problématique qui existe, pas seulement depuis la pandémie, mais vraiment avant. Donc, moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans, ça a été ma problématique initiale. Donc, de vraiment, c'est le taux d'abandon qui est élevé dans les formations en ligne. C'est vraiment quelque chose qui ressort, là. Il y a beaucoup de recherches sur le sujet. Donc, dans la littérature, c'est une problématique qui est abondamment traitée. Et quand on regarde différents modèles de persévérance, d'abandon dans le contexte de la formation en ligne, on voit que c'est quand même une problématique qui est multifactorielle. Plusieurs facteurs, donc, entrent en ligne de compte quand il est question d'abandon ou de persévérance, mais la motivation, c'est un élément qui ressort dans plusieurs de ces modèles comme étant un facteur sur lequel, en fait, auquel s'intéresser pour favoriser la persévérance. C'est donc l'angle que j'ai choisi pour ma recherche et en entrant finalement dans le sujet, j'ai pu lire différents écrits spécifiquement là-dessus. Donc, ce qui ressort, c'est que la motivation est un concept qui est complexe, qui est multifactoriel. C'est un facteur critique au regard de l'apprentissage. Il joue un rôle prépondérant au regard de la réussite. Des auteurs soulignent que c'est d'ailleurs une variable à considérer spécifiquement pour favoriser la pertinence. Et en contexte de formation en ligne, d'autres auteurs disent qu'elle est particulièrement critique et souvent mal comprise. Donc, j'ai vraiment choisi d'aller dans cet angle-là pour ma recherche. Il y a un auteur également qui parle de l'importance de s'intéresser à la façon dont l'étudiant vit sa motivation. Donc, comment de la saisir de l'intérieur finalement. Donc, il souligne l'importance de considérer l'expérience de l'étudiant. Sur la base de cette idée-là, je me suis intéressée à ce concept-là de l'expérience. On ne va pas entrer en profondeur dans cet aspect-là, mais je voulais quand même venir le camper. En voulant travailler sur l'expérience, bon, je me suis rendu compte que c'est aussi un concept qui n'est pas simple. Ce à quoi je m'intéressais, c'était à la façon dont l'étudiant vivait sa motivation dans sa formation en ligne et même à la façon dont il expérienciait sa motivation dans sa formation en ligne. Donc, en cherchant à définir ce concept-là en contexte de motivation, je l'ai nommé en étant l'expérience motivationnelle. Qu'est-ce que c'est? Je vous présente la définition que j'ai réussi à conceptualiser avec plusieurs lectures, plusieurs recherches. Je vous la présente brièvement. Ce qui est important à faire ressortir, ce sont les éléments en mauve et en vert, parce que ce sont finalement les deux éléments que j'ai appris comme étant des éléments constitutifs de l'expérience motivationnelle. Donc, très rapidement, je vous présente cette définition-là. L'expérience motivationnelle, c'est ce dont l'apprenant fait l'épreuve à un instant donné et à un lieu précis à l'intérieur de sa formation en ligne. Cette expérience-là, elle est singulière, elle est unique et subjective. Il s'agit donc d'abord de la connaissance que l'apprenant a de son esprit et de son action au moment où il ressent sa motivation. Et cette connaissance-là comprend différents éléments qui interagissent et qui stimulent et déterminent l'action. Donc, l'expérience motivationnelle inclut d'une part la perception que l'apprenant a de différents facteurs, et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui précisément, mais ça inclut aussi l'action, les actions qu'il pose quand il est motivé. Donc, dans ma thèse, j'ai donc ressorti j'ai obtenu 2 types de résultats, donc avec 2 démarches méthodologiques, je dirais presque distinctes. Donc, d'une part,
j'ai fait émerger des portraits des perceptions des personnes apprenantes et d'autre part, des schémas d'expérience. On voulait les présenter les deux, mais considérant le temps dont nous disposons, aujourd'hui, on va vraiment regarder les portraits plus précisément. J'ai quand même mis les schémas de côté si jamais on avait du temps, mais j'en doute. Donc, on va regarder précisément les portraits d'expérience. Avant de rentrer concrètement dans le portrait, on voudrait avoir une petite idée de vous, de votre côté. Oui, juste avant, je vois qu'il y a une question ici. Quand on parle de formation en ligne, on parle de synchrone ou d'asynchrone. En fait, c'est les deux. On parle de formation en ligne dans un contexte où il y aurait majoritairement des temps en fait, majoritairement en asynchrone avec des temps en synchrone. C'est sûr que là, il peut y avoir différents, c'est un continuum, hein. Donc, on pourrait être totalement à distance comme totalement en synchrone, mais on parle vraiment je dirais, d'un mélange des deux, mais avec une majeure en asynchrone. C'est le contexte. En fait, je peux le nommer tout de suite. Dans ma recherche, je me suis intéressée aux personnes enseignantes qui faisaient leur maîtrise en enseignement au préscolaire et au primaire. Donc, c'était des enseignantes en exercice qui faisaient leur programme de deuxième cycle. Et ce contexte de formation-là, c'est vraiment un contexte asynchrone avec des temps de rencontre synchrones. Puis, Mélanie, dans ton contexte, tantôt dans ton partage, tu pourras venir camper là, celui de ta formation. Donc, en espérant que ça réponde. Donc, on veut vous poser la question, qu'est-ce qui motive ou démotive vos étudiants dans vos formations en ligne? Donc, on vous invite à utiliser le clavardage et à nommer avec quelques mots-clés des éléments qui, de votre point de vue, favorisent la motivation ou au contraire des éléments qui vont nuire à leur motivation dans la formation en ligne. Donc, je vous laisse quelques minutes pour réfléchir et utiliser le clavardage. Gestion de temps, que ça ait du sens, l'accompagnement, l'isolement, effectivement, la présence de l'enseignant, échange, relation. Être dans l'action. Participation active. C'est intéressant, choc culturel. OK, merci. Vous soulignez beaucoup d'éléments qui sont très pertinents. Puis il y a des éléments qui ressortent dans le portrait que je vais vous donner. Il y a des éléments qui ne sont pas nécessairement là-dedans, mais on leur trouve quand même une place. Je vois par exemple fatigue des écrans, donc on pourra y revenir, mais effectivement, là, beaucoup de facteurs qui peuvent avoir une influence. Donc, au départ, quand je me suis intéressée donc à cet aspect-là, puis j'ai voulu regarder spécifiquement la motivation, j'ai d'abord commencé par les perceptions avant d'aller du côté de l'expérience et j'ai lu beaucoup de recherches, j'ai pris des modèles théoriques et j'ai bâti un cadre synthèse sur la base de 18 recherches empiriques et plusieurs modèles de motivation. En ressortant de ces recherches-là et de ces modèles-là, des facteurs qui favorisent la motivation. En le faisant, j'ai été capable de catégoriser les facteurs en différentes dimensions. Donc, d'abord, la dimension qui apparaissait la plus importante, c'était la dimension centrale, donc la dimension de la personne apprenante. C'est-à-dire que l'apprenant, quand il arrive dans sa formation, il arrive avec tout ce qu'il est. Il a lui-même des caractéristiques personnelles, caractéristiques démographiques, donc son âge. Un étudiant de 20 ans agira pas ou réagira pas de la même façon ou ne sera pas motivé par les mêmes éléments qu'une personne, qu'un étudiant de, par exemple, 40 ans qui revient aux études, qui est, par exemple, parent de jeunes enfants. Donc, ce que l'apprenant est, ses expériences antérieures, sa motivation initiale, va vraiment être déterminant pour sa motivation. Ensuite, plusieurs autres facteurs qui s'inscrivent dans l'encadré gris qui est mon environnement. Donc, dans ce cas-ci, la formation en ligne. Donc,
Les autres facteurs ont pu être regroupés en 4 dimensions. L'activité pédagogique, la personne formatrice, la technologie et les collègues. Donc, tantôt, vous nommiez des éléments relatifs à l'isolement qui va dans les collègues, l'accompagnement de la personne enseignante, la fatigue des écrans qu'on pourrait mettre dans la technologie. Et donc, l'étudiant est influencé, pas par ces facteurs-là, mais par la perception qu'il a de ces différents facteurs-là. Donc, par exemple, l'apprenant va être influencé par la perception qu'il va avoir de la flexibilité de l'activité pédagogique, de la qualité de son contenu, des buts et des objectifs clairs. Vous l'avez nommé aussi tantôt. Il va être influencé par la perception, je vais juste prendre mon pointeur, par la perception qu'il va avoir de la personne formatrice, de ses méthodes d'enseignement, de ses attitudes, de sa personnalité, de sa disponibilité. L'apprenant va aussi être influencé par la qualité de la technologie ou de l'environnement numérique d'apprentissage qui va être utilisé. La facilité d'utilisation, de navigation, la diversité des outils et la personne va être influencée par les collègues, donc leur présence, leurs attitudes, leur participation. Différentes composantes également, différents facteurs relatifs à l'apprenant, c'est pour ça que c'est en orange, mais qui concernent la dimension, donc pour l'activité pédagogique, les habitudes d'études, pour la personne enseignante, l'interaction de l'apprenant à l'égard de l'enseignante. Vous voyez aussi que différentes flèches pour montrer que ces facteurs-là, que ces dimensions-là sont interreliées. Et ici, l'image, j'essaie de représenter la motivation qui devient de plus en plus importante au fur et à mesure que les perceptions des apprenants sont positives, sont favorables. Et juste peut-être une petite parenthèse, j'ai eu l'occasion de constater, par exemple, une même situation rapportée par 2 étudiants. Un étudiant qui le percevait comme étant démotivant, puis un autre qui le percevait comme étant motivant. Donc, ça vient vraiment mettre l'accent sur l'importance de la personne apprenante et ses perceptions. Donc, oui, en terminant, donc, il y avait des éléments de manifestation également. Là, donc, ici, je m'étais appuyée sur VIO, donc les manifestations à la motivation qui sont engagement, persévérance et le but. Donc, ça, c'est d'un point de vue théorique. Ce que j'ai fait pour faire mon portrait des perceptions, c'est que je suis allée rencontrer des étudiants. J'ai choisi de faire une analyse plus en profondeur, donc j'en ai pas rencontré beaucoup, j'en ai rencontré 8. J'ai fait 2 types d'entrevues. Vous vous rappelez tantôt perception-action, donc j'ai fait des entrevues semi-dirigées de type compréhensif pour aller recueillir leurs perceptions et des entretiens d'explicitation pour les actions. J'ai analysé tout ça, puis j'ai utilisé le cadre synthèse que je viens de vous montrer comme étant un cadre d'investigation pour faire des recoupements finalement entre ce que les personnes ressortaient et ce qu'il y avait dans la littérature. À l'issue de ma démarche, j'ai fait ressortir un portrait pour chacune des personnes. Donc, vraiment, comme le modèle que je vous ai montré, mais un portrait individuel pour chacun avec ce qui favorisait la motivation de cette personne-là dans sa formation en ligne. Et là, ici, ce que je vous montre, c'est le portrait global, donc les 8 personnes ensemble, ce qui ressort. Donc, on a encore ici la personne apprenante qui est au centre. Et là, les chiffres que vous voyez entre parenthèses, c'est la fréquence, en fait, c'est le nombre de fois où le facteur a été nommé par les personnes. Par exemple, le contexte scolaire, donc, et le contexte, par exemple, professionnel et personnel, donc le fait qu'ils ont des enfants, le fait qu'ils travaillent à temps plein, tout ça, dans tous les cas, ça a été nommé par tout le monde. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit 8 sur 8. Tandis que la question de la gestion du stress a été évoquée, par exemple, juste une fois. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre les chiffres qui sont indiqués. Donc, ce qui ressort le plus pour la dimension de la personne apprenante comme étant ce qui a de l'influence, c'est vraiment les caractéristiques personnelles, professionnelles, le contexte personnel et professionnel. Et oui, intention d'apprentissage et objectif également. Ensuite, on a encore une fois nos 4 dimensions ici avec les perceptions. Donc là, si on regarde du côté de l'activité pédagogique, ce qui ressort, c'est que vraiment, c'est l'aspect axé sur la pratique. Donc, comme je l'ai dit, moi, il s'agit d'une maîtrise
professionnel où les enseignants sont en exercice. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était très important pour eux, qu'ils puissent réinvestir concrètement dans leur pratique ce qu'ils apprenaient dans leurs cours. La charge de travail était aussi nommée, les modalités de planification et de prestation, ainsi que la pertinence et l'intérêt qui étaient nommés vraiment là, par une grande majorité. Je vais terminer, puis après, je vais regarder les questions. Du côté de la personne formatrice, la qualité de disponibilité et de présence, ça, c'est ressorti par tout le monde. Et aussi l'usage pédagogique de l'ENA, ENA étant environnement numérique d'apprentissage et des outils. Donc, l'utilisation que l'enseignante faisait de la technologie est ressortie également beaucoup. Pour les technologies, on a la qualité du fonctionnement. Donc, quand ça bug, finalement, quand ça ne marche pas, ça, tout le monde l'a sorti comme étant quelque chose qui influence la motivation. Et finalement, du côté des collègues, c'est toute la question du travail collaboratif, donc sa pertinence, sa valeur, l'expérience vécue dans le travail collaboratif. Et pour les interactions, bien, la qualité et la pertinence des interactions. À titre indicatif, la fréquence qui est indiquée entre parenthèses ne tient pas compte du nombre de fois où la personne l'a dit ou l'importance que ça amenait chez elle, mais c'est vraiment le nombre de fois où ça a été évoqué. En terminant, j'ai ressorti des éléments de manifestation. Donc, quand ils disaient, par exemple, quand je suis motivée, moi, je travaille beaucoup plus, j'ai plus envie de m'impliquer, tout ça. Donc, j'ai vraiment utilisé le plus possible leurs mots. Donc, a le goût, est enthousiaste, trouve ça facile. Et à droite, n'a pas le goût, n'a pas l'enthousiasme, ressent la tâche comme une corvée. Donc, ça, ce sont des manifestations qui ressortaient des propos. De savoir un peu plus sur les caractéristiques des 8 répondants. Oui, en fait, ben, ça dépend ce que vous voulez savoir. Je ne sais pas si j'ai finalement répondu là, avec mes autres propos, mais la plupart elles avaient toutes un brevet d'enseignement. En fait, j'ai un petit tableau que je pourrais vous montrer, que je pourrais ressortir tantôt, là, après que Mélanie soit intervenue. Je pourrais vous montrer le tableau avec vraiment leurs caractéristiques, avec l'âge, leur nombre d'années d'expérience en enseignement, tout ça, ça va peut-être être éclairant. Ça convient? Alors, je laisserai la parole à ma collègue s'il n'y a pas d'autres questions. Ça va? Donc, je vais arrêter mon partage. Mais moi, j'ai une question. Oui, c'est ça. Il y avait une main levée. Caroline, est-ce que tu veux la prendre? Oui, oui, bien sûr. Madame, je trouve ça bon, vos présentations. Ben, c'est parce que moi, je suis conseillère pédagogique et navigatrice des services Premières Nations, puis je trouve ça beau. C'est la première fois, je ne sais pas si c'est une première, mais vous allez trop vite. Vous allez trop vite. On a juste 1 heure, c'est vrai, là. Mais je veux dire, est-ce que c'est possible d'être plus explicite ou bien que je puisse avoir cette documentation? Oui, bien, c'est sûr que vous allez avoir Cégep de Sept-Îles. Je ne sais pas où vous êtes, là, mais moi, je suis au Cégep de Sept-Îles. OK. Donc, oui, vous allez avoir ce PowerPoint-là. Et là, dans le fond, ce qu'on va faire, ma collègue, elle, ce qu'elle va proposer, c'est vraiment un partage d'expérience concret et elle va revenir sur des éléments de ce modèle-là. Et par la suite, on a aussi des références où vous allez pouvoir consulter là, possiblement de façon plus précise ces éléments-là. Juste à ajouter là, pour le PowerPoint, vous allez le retrouver là, sur le site web du REFAD. Donc, dans quelques jours, vous allez pouvoir aller le chercher là. Même chose pour visionner la vidéo à nouveau, là, la conférence, vous allez l'avoir également. Alors, Mélanie, je te laisse la parole. Oui. Est-ce que vous me confirmez que vous voyez bien la présentation? Super. Donc, en effet, là, probablement que le fait de ramener ça du point de vue de l'enseignant, ça va vous aider à comprendre quels sont nos leviers à nous personnellement, parce que dans le fond, le partage que je vous fais, c'était sans connaître le modèle qui vient de vous être présenté. Donc, j'ai fait l'exercice a posteriori, c'est-à-dire qu'à partir de ce modèle-là, j'ai fait l'exercice de faire ressortir vraiment ce que j'avais en tête au moment de l'expérience. Alors, avant de passer au modèle comme tel,
Dans le fond, je vous partage une expérience personnelle de la planification d'une activité pédagogique dont j'ai la responsabilité depuis 2018. Je précise là, que le cours est offert à raison d'une fois par année. Ça signifie que là, je l'ai donné 6 fois jusqu'ici. Une autre précision peut-être que je dois apporter, c'est le fait que les 2 premières années, ce cours-là a plutôt été offert en mode hybride, alternant des rencontres en présence, donc le présentiel et le à distance. Mais depuis 2020, le cours est entièrement offert en ligne. Alors, quelques éléments de contexte là, pour bien situer l'activité pédagogique dont il est question. Alors, je vous ai dit un peu plus tôt que j'enseigne au programme de baccalauréat en enseignement professionnel. Alors, le titre de l'activité pédagogique, c'est Enseigner autrement, des formules pédagogiques pour un apprentissage actif. Ça signifie que ce cours est destiné aux enseignants et enseignantes du secteur de la formation professionnelle. Donc, ce sont majoritairement des personnes qui sont en exercice. Donc, ce sont des personnes qui vont enseigner majoritairement à temps plein et ils suivent une formation à temps partiel. Alors, cette activité précisément est une activité de 3 crédits. Elle est offerte uniquement à la session d'été. Et la durée de l'activité, donc, c'est une durée standard de 135 heures, mais qui est cependant répartie sur 11 semaines dans le cas précis ici, considérant que la session d'été dans ce programme est offerte de manière un peu plus intensive. Et donc, plutôt que d'être répartie sur 4 mois, comme on a l'habitude de le voir au cours pour les trimestres d'hiver et d'automne à l'Université de Sherbrooke, bien ici, on a une formation qui est répartie sur 3 mois. Elle combine à la fois des activités synchrones et des activités asynchrones. Donc, à l'égard des activités synchrones, ça représente 7 séances de cours, donc 7 rencontres d'une durée approximative de 2 à 3 heures qui ont lieu, donc vous voyez la plage horaire, là, donc en soirée sur semaine. Et les activités asynchrones, elles sont organisées, elles sont structurées autour de 3 modules de formation, 3 modules thématiques. J'ai fait le choix également de venir structurer l'activité pédagogique autour d'une méthode pédagogique et j'ai choisi la pédagogie par projet. Donc, ça, c'est important de l'avoir en tête également. Et une particularité, donc, de ce programme de formation, comme je le mentionnais, ça s'adresse à des enseignants et enseignantes en exercice. Mais il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une formation initiale obligatoire pour qui mène au brevet d'enseignement. Donc, c'est une formation de 120 crédits. Mais considérant leur contexte, elle est offerte, le programme est offert à temps partiel. Et donc, dans ce contexte-là, je vous dirais qu'en moyenne, les étudiants, en fait, les enseignants de formation professionnelle vont arriver à compléter le programme de formation entre 5 et 10 années. Alors, je reprends le modèle que Caroline vous a présenté et donc, au cœur de ma planification, il y a les personnes apprenantes. Sachant là, à qui cette formation-là est destinée, je peux vous dire que ma clientèle étudiante présente vraiment des profils diversifiés. Alors, un peu plus de 45 ont une scolarité courte, donc c'est-à-dire qu'ils détiennent un diplôme d'études professionnelles. Un peu plus de 31 ont, eux, un diplôme d'études collégiales et un peu plus de 22 ont un diplôme universitaire. Alors, la moyenne d'âge de ma clientèle étudiante tourne autour de 42 ans. Et puis, je vous rapporte les principaux obstacles, des obstacles qui sont grandement documentés dans la littérature et d'autres qui sont plutôt des observations que j'ai faites au cours des 10 dernières années, puisque ça fait une dizaine d'années que j'enseigne dans ce programme-là. Alors, tout d'abord, ce qui est très bien documenté, c'est le rapport au savoir qui est marqué par des difficultés puis des expériences passées qui sont associées
à des échecs, surtout chez la clientèle qui a une scolarité courte. On peut donc observer que chez certaines personnes, le passé, donc les difficultés du passé viennent changer, influencer la perception qu'ils ont de la formation universitaire, formation qu'ils sont obligatoirement tenus de suivre. Et donc, ça m'amène aussi au renoncement, au sacrifice et à la perte de liberté que ça l'entraîne, tout ça, considérant que ces gens-là travaillent à temps plein. Et là, les soirs et les fins de semaine, ils doivent venir se former. Donc, lorsqu'ils sont à l'université, c'est du temps en famille ou du temps plus personnel qui est amputé. Donc, ça, c'est à avoir en tête. Donc, la conciliation famille, travail, études, c'est un obstacle certainement. On observe également une surcharge cognitive chez certains apprenants, surtout ceux et celles là, qui souhaitent compléter le programme de formation le plus rapidement possible. Donc, on voit des personnes qui s'inscrivent à plusieurs activités pédagogiques en même temps. Donc, on sent un épuisement, on observe de l'épuisement chez certains participants, chez certains étudiants. Parfois un manque d'autonomie aussi, surtout chez la clientèle avec la scolarité courte. Le passage d'un diplôme d'un contexte de formation professionnelle à un contexte universitaire, parfois la marche, elle est grande. Donc, ce ne sont pas nécessairement des gens qui ont, qui ont une expérience passée d'enseignement supérieur. Et dernier point à mentionner, c'est parfois une résistance au changement. Donc, ce sont des personnes qui ont une pratique professionnelle quand même assez importante. Donc, plusieurs enseignent depuis plusieurs années. Hein, vous pouvez comprendre que s'ils complètent la formation entre 5 et 10 ans, donc moi, je peux avoir des enseignants d'expérience de 7, 8, 9 années d'expérience qui cumulent jusqu'à 7, 8, 9, 10 années d'expérience. Et enfin, ça fait des personnes qui ont des croyances fortes aussi, puis parfois les croyances, elles sont également associées au passé, aux expériences passées. Alors, au final, on a une partie de la clientèle qui considère la formation universitaire vraiment comme un développement professionnel, mais il y en a d'autres pour qui c'est vraiment un mal nécessaire et c'est le passage obligé pour avoir une certaine sécurité d'emploi puis pour obtenir un contrat, donc lié au contexte, au contexte professionnel. Alors, vous comprenez qu'au fil des années, toutes ces caractéristiques-là ont vraiment marqué mes intentions. En fait, mes intentions pédagogiques étaient toujours tournées vers ces caractéristiques-là et la motivation est devenue vraiment un combat pour moi. Donc, session après session, je récupérais les commentaires qui avaient été partagés, peu importe via l'appréciation de l'enseignement ou des courriels qu'on m'avait envoyés ou des commentaires qui étaient émis au fur et à mesure pour tenter là, de réduire le plus possible les manifestations liées à la démotivation. Donc, on comprend qu'au départ, ces participants-là ne sont pas nécessairement motivés à suivre la formation. Alors, de mon côté, lorsque j'ai proposé cette activité pédagogique-là, j'avais vraiment en tête, parce que le cours s'appelle « Enseigner autrement », donc j'avais vraiment le souci que tout ce que j'allais faire, c'est ce que j'allais dire. Je souhaitais que cette activité pédagogique incarne vraiment la matière, le contenu qui allait être partagé avec les étudiants et puis les bonnes pratiques qui allaient être véhiculées tout au long de la session. Alors, j'ai plusieurs buts aussi que je souhaite vous partager. Ça correspond à ma manière d'être, à mon profil, à
à ma conception d'enseignement. Donc, moi, je suis une personne pour qui la relation pédagogique, elle est fondamentale. Donc, c'est un de mes principaux buts, donc de la développer. Ça passe notamment à travers un climat d'entraide et de collaboration que je tente d'installer dès la première séance synchrone. Donc, aussi, je mets beaucoup l'accent sur le plaisir. Puis, vous comprenez que c'est un cours de soirée, donc on doit avoir du fun à être là. Donc, je mets beaucoup de l'accent là-dessus. Et aussi, la relation passe également de manière un peu plus indirecte, mais à travers la rétroaction, puisque c'est une activité pédagogique au cours de laquelle j'offre énormément de rétroaction. Un autre but pour moi, c'est vraiment de donner du sens à la formation. Donc, considérant que les gens ne sont pas nécessairement motivés à être là, mais qu'ils pourraient l'être s'ils voient l'utilité de ce cours-là. Alors, moi, j'ai toujours, depuis le début, misé vraiment beaucoup sur l'utilité de ce cours. Donc, je souhaite, comme c'est des praticiens, que les étudiants puissent récupérer les contenus de ce cours-là pour pouvoir les appliquer dans leur classe, donc être en mesure de mieux lire leur classe et de mieux intervenir et d'être capable de résoudre des problèmes concrets qu'ils rencontrent dans leur pratique professionnelle. Et la notion de plaisir que je mentionnais un petit peu plus tôt. Alors, vous voyez là, quelques valeurs que j'ai en tant qu'enseignante. Donc, ce sont mes valeurs dont je fais la promotion beaucoup, le respect, la disponibilité. Hein. Je donne une seule charge de cours par année. Alors, pendant ces 3 mois-là, je suis complètement dédiée à mes étudiants. Et enfin, j'ai une vision de l'enseignement qui est centrée sur l'apprentissage. Alors, du côté de l'activité pédagogique, je pourrais dire que, dans le fond, l'activité, elle est vraiment centrée sur une démarche réflexive. Donc, on utilise une grille d'analyse et je passe quand même beaucoup de temps pour que les étudiants puissent bien l'utiliser, cette grille d'analyse-là, pour pouvoir décortiquer des situations problématiques qu'ils rencontrent dans leur milieu. Une application concrète des concepts théoriques. Alors, énormément de mise en situation. On part d'anecdotes ou de situations problèmes qu'ils vivent. Puis, un peu plus tôt, je parlais que j'ai utilisé la pédagogie par projet. Donc, je les invite à sélectionner une problématique en particulier sur laquelle ils vont travailler tout au long de la session. Au niveau des méthodes pédagogiques, c'est important de préciser que le projet, il est réalisé de manière individuelle. Alors, j'ai une clientèle qui vient des 4 coins du Québec. Donc, je privilégie le travail individuel. Et c'est lors des activités synchrones où là, je vais vraiment proposer des activités de collaboration, donc discussion, travail en équipe, interaction. Et c'est lors des séances synchrones aussi où je vais diversifier, donc je vais proposer plusieurs formules pédagogiques qui sont proposées à la fois à mes étudiants pour qu'ils puissent apprendre, mais à la fois, je m'adresse aux enseignants qu'ils sont tous et toutes, afin que ça devienne une expérience et puis qu'ils soient plus confiants à réutiliser ce même type de formule-là. Donc, lorsque j'utilise une formule pédagogique, ça a toujours 2 niveaux, c'est-à-dire je leur présente la formule par rapport au fait qu'ils sont des enseignants et ensuite on le vit comme dans une posture d'apprenant. Donc, ça leur donne une petite expérience par rapport à une diversité de formules pédagogiques. Et au fil des années, donc, je récupérais, donc, je considérais les commentaires des étudiants. Donc, j'ai diminué la charge de travail au fil du temps. J'ai réduit le niveau de complexité aussi. Ça, c'est des commentaires qui revenaient régulièrement. J'ai mieux intégré la matière au projet. Il y avait de la répétition dans le projet, ce qui augmentait la charge de travail. Donc, ce sont des petites choses que j'ai ajustées au fil du temps. Sur le plan technologique, donc, j'utilise la plateforme Moodle, l'environnement numérique d'apprentissage de l'Université de Sherbrooke. Principalement, j'utilise la plateforme Teams pour les rencontres en ligne. Cet été, exceptionnellement, j'ai fait l'expérimentation de Big Blue Button. Donc, j'ai
j'ai accordé un peu plus de temps à l'encadrement des étudiants parce que c'était nouveau pour eux. Alors, eux, ils sont habitués d'utiliser Teams. Là, je les sortais un petit peu de leur zone de confort. Donc, j'ai accordé un peu plus de temps pour bien les encadrer, que ça ne devienne pas que ça n'amène pas de l'anxiété ou une forme de stress là, liée aux environnements numériques. Pendant les rencontres synchrones, j'utilise les salles virtuelles, les outils de sondage, tableau blanc, documents collaboratifs, diversité d'outils que les étudiants semblent apprécier. Et enfin, au niveau de la médiatisation, ça aussi, je les ai vraiment diversifiés au fil du temps. Je voyais tantôt dans le clavardage quelqu'un qui nommait le fait que quand il y avait beaucoup de lecture, hein, c'était quelque chose qui démotivait les étudiants. Bien, effectivement, c'est un commentaire qu'on m'avait fait au fil des années. Donc, j'ai introduit davantage de capsules vidéo, des vidéos YouTube aussi. Parfois, juste pour expliquer un concept, je vais chercher une autre personne pour qui l'explique aussi bien que j'aurais pu l'expliquer. Et ça crée une diversité aussi. Ce n'est pas toujours Mélanie qui présente la matière du cours. Puis ça, je pense que les étudiants l'apprécient. J'utilise les infographies et des activités H5P. Les forums, je vous dirais que j'ai conservé uniquement le forum de questions parce que le forum d'interaction ne fonctionnait pas avec ma clientèle. Donc, les premières années de formation en ligne, j'utilisais beaucoup le forum, puis c'est quelque chose qui ne fonctionnait pas très bien. Donc, je l'ai retiré au fil du temps. Puis, bon, une semaine sur deux, je suis avec eux en séance synchrone. Donc, c'est vraiment au cours de ces moments-là où il y a les échanges et les interactions. Par rapport aux collègues, ben c'est ça, j'ai le souci, donc j'ai la préoccupation de vraiment favoriser le travail collaboratif pendant les rencontres synchrones. Et il n'y a pas, considérant le contexte et que mes enseignants viennent d'un peu partout au Québec, il n'y a pas de travail en équipe à réaliser en dehors de les rencontres synchrones. Ces gens-là, bon, ont des familles, travaillent à temps plein, donc ça faisait partie de mes considérations. Comme ce sont des praticiens, donc des personnes en exercice, j'encourage grandement le partage d'expériences. Et enfin, j'utilise également l'évaluation par les pairs. Et là, très récemment, j'ai ajouté le partage de ressources. Donc, j'ai invité les étudiants à m'autoriser à partager leurs projets de fin de session dans une communauté de partage. Donc, tous les étudiants qui vont suivre ce cours-là auront accès à des activités qui auront été planifiées dans le contexte de la formation professionnelle. Alors, je termine très rapidement avec certaines manifestations. Donc, j'ai nommé des choses au fur et à mesure de ma présentation. Donc, des manifestations de motivation, le fait qu'ils les appliquent donc, j'ai des preuves, ils me témoignent qu'ils appliquent concrètement ce qu'ils ont appris dans le cours dans leur classe à eux. Certains vont être tellement motivés qu'ils vont planifier des projets d'envergure. Même des fois, je dois un petit peu les contenir. Ensuite, posent des questions, donc ils sont interactifs et tout ça. Donc, je ne ferai pas le tour de l'ensemble des manifestations de motivation parce que je vois que le temps file. Mais au niveau des manifestations de démotivation, il y a encore à ce jour des personnes qui sont absentes, qui s'absentent lors des rencontres synchrones, qui prennent du retard, qui ne font pas nécessairement aussi les activités formatives. Il y en a qui vont fermer leur caméra pendant les séances synchrones, puis ils vont participer juste quand je vais les envoyer dans la petite salle. Puis il y a encore des gens qui m'écrivent avant même que la session débute à savoir si mes séances synchrones sont obligatoires. Donc, c'est une autre manifestation qu'ils arrivent déjà pas très motivés à suivre ce cours-là. Et ultimement, il y en a même qui abandonnent. Alors voilà, je vais, comme le temps file, puis vous aurez les deux témoignages que je voulais vous partager dans la présentation PDF. Je vais passer directement à l'activité de réflexion. Donc, on va vous demander en 5 minutes, à partir du modèle qu'on vous a
partager, de juste réfléchir aux facteurs motivationnels sur lesquels il vous serait possible de travailler dans la formation en ligne que vous offrez et de traduire ça en forme de défi. Alors, ce serait quoi les un ou deux défis que vous aimeriez relever pour augmenter les manifestations de la motivation de vos étudiants ou réduire les manifestations de démotivation? Donc, on vous laisse 5 minutes individuellement. On vous invite à noter tout ça. Je vais vous faire apparaître à l'écran, donc, on va vous partager dans la conversation le lien vers un Padlet où vous allez pouvoir là, venir voter pour des énoncés, donc des défis qui sont en fait des dimensions qui ont été nommées jusqu'ici. Vous allez pouvoir nommer les éléments sur lesquels vous aimeriez travailler. Puis, s'il y a des énoncés, des dimensions qui n'y apparaissent pas, il y a une catégorie autre aussi. Donc, on vous invite à créer une petite étiquette dans la section autre et puis on va pouvoir en prendre connaissance, là, Caroline et moi. Alors, est-ce que le lien, Caroline, est déjà dans la conversation? Donc, vous avez accès au lien. Et pour vous aider dans votre réflexion, pour les 5 prochaines minutes, bien, vous voyez à l'écran des questions guides pour chacun des cadrans. Donc, par exemple, quelles sont les caractéristiques de vos étudiants que vous observez qui semblent influencer leur motivation? Y a-t-il des dimensions du côté de vous, comme personne formatrice, sur lesquelles vous aimeriez travailler au niveau de l'activité pédagogique? Donc, on vous propose quelques questions guides là, pour orienter votre réflexion. Alors, on vous laisse jusqu'à 55 là, pour faire cette réflexion-là. Et juste pour que ce soit clair, quand vous accédez au Padlet, vous pouvez venir cliquer sur le petit cœur pour pouvoir voter pour la dimension, le facteur concerné dans chacune des dimensions. Pendant que les participants là, font le Padlet, je vois qu'il y a des gens là, qui doivent commencer à quitter aussi. Je vais déjà mettre le lien vers le sondage de satisfaction dans le clavardage également de mon côté. Est-ce que Mathieu, vous voyez à l'écran le Padlet ou vous voyez plutôt, vous voyez toujours ma présentation? Je vois le Padlet présentement là, avec les réponses qu'on voit aussi qui commencent à s'inscrire. Parfait. Merci. Mhm. N'hésitez pas aussi à aller ajouter d'autres facteurs si ça vous semble pertinent, s'il y a des choses que vous voudriez vous donner comme défi qui n'apparaissent pas. Ça, c'est vraiment la compilation de 8 regards, mais en même temps, il peut y en avoir d'autres.
Est-ce que, Caroline, tu souhaites prendre une ou deux interventions des participants? Oui, en fait, oui, on peut y aller. Puis c'était pour répondre à Sandra, qui dit en tant que personne enseignante, on pourrait tout cocher, effectivement. Je vais y venir dans le retour tantôt, mais effectivement, l'enseignant a vraiment un rôle très, très, très important dans sa formation, pas seulement dans le contexte de la formation en ligne, évidemment. Mais il faut quand même, autant qu'on a beaucoup de pouvoir, autant qu'il faut quand même le relativiser, dans le sens qu'il faut se donner des défis réalistes et pas ressentir qu'on a l'entièreté de la pression sur nos épaules non plus. Donc, est-ce qu'il y en a qui voudraient revenir sur des éléments de vive voix, soit des défis qu'ils voudraient se donner? On pourrait prendre quelques interventions. Je vais y aller avec le retour. Puis s'il y en a qui veulent vraiment poser des questions, faire des commentaires, là, vous pourrez donc rapidement, effectivement, c'est un modèle qu'on vous présente. C'est un modèle qui est non exhaustif, mais il offre des pistes concrètes pour favoriser la motivation. Je vous inviterai également à voir la diapo précédente, si tu peux juste l'afficher à nouveau rapidement. Cette diapo-là, vous pouvez la considérer comme étant un outil réflexif. On n'a pas eu l'occasion de le mobiliser aujourd'hui, mais vous allez l'avoir entre les mains, donc ça pourrait vous être utile pour réfléchir à votre pratique, pouvoir voir comment améliorer, bonifier votre formation pour favoriser la motivation des étudiants. On peut revenir. Donc, partage d'expérience que Mélanie vient de faire, on voulait vous le présenter comme étant une forme de modélisation, donc pour la façon d'utiliser le modèle. Deux dimensions principales qui sont les plus importantes. Vous l'avez vu, je l'ai mentionné, la personne apprenante qui est au cœur, c'est vraiment cette personne-là qui est au centre de sa propre motivation, mais également la personne enseignante qui a quand même beaucoup d'impact sur la motivation de l'étudiant, qui a un grand rôle à jouer finalement et qui a quand même du pouvoir, mais il ne peut pas tout faire, donc il faut que ça reste quand même réaliste. Avant de prendre les interventions, peux-tu aller à la diapo suivante? Vous allez avoir dans le PowerPoint des références. Donc, la référence de 2016 est disponible en ligne. Vous allez avoir toutes les références en lien avec le modèle qui vous a été présenté et la thèse va être disponible là, en janvier là, 2024 également. Puis, vous avez toutes les autres références, à la fois celles utilisées dans le PowerPoint, mais aussi des références pertinentes là, qu'on a ciblées là, qui pourraient vous être utiles. Donc voilà, on peut peut-être arrêter le partage, prendre des questions. Il nous reste quelques minutes. Questions, commentaires. J'ai aussi mis plus haut, là, je ne sais pas si ça a passé sous le radar, mais j'ai mis le tableau avec les caractéristiques des personnes. Des gens qui font des merci dans les commentaires. Excellente présentation. Merci beaucoup, Condi. Des gens qui semblent satisfaits. Je rappelle là, le sondage de satisfaction. Vous pouvez le remplir. Tiens, je vais remettre le lien aussi à ceux qui quittent. Et je vais profiter là, du fait que j'ai la parole. Il faut toujours le temps de prendre. Si vous avez une question, levez la main là, pendant que je parle, mais je vais tout de suite faire mon extro, comme on dit. Donc, on va mettre fin à l'atelier là, à la suite de mon intervention. Mais je voulais remercier Mme Cabana et Mme Bourque pour votre présentation aujourd'hui. C'était très pertinent. On a eu beaucoup de gens qui ont participé. Déjà, ce que j'ai comme commentaire, ça semble très positif. Donc, je rappelle aussi là, que vous allez pouvoir retrouver tout ça sur notre site web. Les participants qui voudraient revoir la présentation et la vidéo, tout va être sur le site web au www.refad.ca. Un petit message aussi là, pour annoncer le prochain atelier, le 8 novembre, le 20. Attendez, le 29 novembre. Le 8, ça c'est aujourd'hui. Donc, le 29 novembre, le prochain atelier sera créer et adapter des ressources éducatives libres de qualité à partir des outils et du parcours de création de la Fabrique REL. REL. Donc, pour plus d'informations, bien, évidemment, vous pouvez vous inscrire. Vous allez aussi trouver le lien sur nos médias sociaux et sur le site web du REFAD. Et pendant que je faisais cette petite conclusion, je vois qu'on a Huguette qui a la main levée.
Donc, Huguette, je vais te céder la parole et pour les autres, merci beaucoup d'avoir été présent. Merci à vous, chers participants. Oui, et moi, j'ai bien aimé les deux présentations et je vous en remercie. Et ce qui m'inquiète là-dedans, j'aurais aimé savoir quelle place occupe l'accessibilité dans votre pratique pédagogique. Lorsque Accessibilité vous parlez, oui, c'est ça, de dans quel sens? disponibilité, Et je dis de façon à rendre vos formations accessibles à tout le monde, particulièrement les personnes en situation de handicap. Mélanie, est-ce que tu as une piste en lien avec ça? Moi, je n'ai pas travaillé spécifiquement sur le sujet. Puis la seule chose que je pourrais dire, c'est que la formation en ligne, dans ses avantages, c'est justement la question de la flexibilité de temps et de lieu. Donc, quand on parle d'accessibilité que la formation en ligne permet, on parle d'une accessibilité en termes géographiques, souvent en termes conciliation, travail, famille, études, mais considérant la flexibilité de lieu, de mon point de vue, ça inclut également là, la question de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. oui, pour ma part, je dirais que mes préoccupations ont beaucoup tourné autour de l'accessibilité en fonction de la diversité des profils de mes apprenants, hein, à laquelle je référais là, au cours de ma présentation. Donc, on a des personnes pour qui les connaissances, en fait, les personnes qui étaient diplômées d'études professionnelles, parfois vivaient des difficultés d'apprentissage et tout ça. Donc, moi, c'est plus sous cet angle-là que j'ai misé sur une accessibilité de la formation plutôt que d'autres aspects liés, par exemple, aux situations d'handicap. Il y a encore des éléments là, sur lesquels je pourrais travailler, là, notamment si j'avais des étudiants avec un handicap au niveau auditif, par exemple, et tout ça. Ça, je dois vous dire, n'ayant pas été face à cette situation-là, il faudrait que je m'y penche plus sérieusement là, dans ce contexte-là. Ouais. Une autre main levée. Oui, 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 la personne qui a la main levée, c'est votre tour. OK. Bonjour, Kwekwe, c'est Marie-Marthe Malek, Première Nation. Et j'ai adoré votre présentation parce que ça me rappelle aussi dans mon enseignement, je suis au Cégep de Sept-Îles, conseillère pédagogique et navigatrice des services Première Nation. Et je me dis que le titre que j'avais quand je suis rentrée ici, c'était conseillère pédagogique. Et après ça, c'est navigatrice des services Première Nation. Je me sentais bien parce que j'étais comme dans mon canot. Donc, je pouvais facilement faire, comment qu'on appelle ça, là, de déconstruire ou reconstruire ou ajouter aussi la façon que les Autochtones apprennent, ou même les immigrants aussi, de d'autres. Il y a la barrière de la langue et je vois que cette formation-là correspond. Dans ma pratique, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de conférences aussi. J'arrive en France, que j'ai été faite la conférence dans le côté de Auvergne, Clermont-Ferrand. Et puis, je fais beaucoup de conférences chez les Autochtones aussi. Et moi, là-dedans, il y a les intelligences multiples que je tiens compte là-dedans, la diversité de toutes les apprenants, la barrière de la langue. Et moi, j'adore la madame, là, je sais pas son nom, comment elle s'appelle, elle, là, qui tient compte de tout ça, là. J'aime, je vous dis bravo. Enfin, il y a quelqu'un. Tu sais, des fois, on oublie. Tu sais, là, on se rassoit là, en tant que formatrice, puis les apprenants, eux autres, là, c'est comme ça que on va les amener vers la réussite. Et
je tenais à vous dire que je vais revenir parce que j'apprends beaucoup, parce que dans ma pédagogie, voir et faire, que je l'appelle tout simplement. Pourquoi voir et faire? Parce que quand je parle dans le Inuyemon et Yamian, Tchekudmajan, voir et faire, c'est plus solide. C'est plus solide quand je parle dans le Inuyemon. Parce que tandis que si je le dis voir et faire, tu sais, les Québécois ou bien les autres qui ont une facilité d'apprentissage, je parle le Inuyemon, c'est pas ma langue, le français, et puis c'est plus solide. C'est pour ça. Et ça, quand je le traduis dans ma façon pour enseigner, c'est facile. Ils doivent me dire, hey, pourquoi qu'elle prend cette pédagogie-là? C'est le plus qui se rapproche. C'est le plus qui se rapproche des mots. Donc, je vois la madame, là, je ne m'en souviens plus son nom, là. J'ai pas une bonne mémoire parce que je vois beaucoup d'étudiants ici autochtones et de toutes les nations. Moi, je suis de nation Innu. Il y a 11 nations au Québec. Et il faut que je tienne compte de tout ça. Et il faut que je tienne compte aussi des allochtones, d'autres nations qui sont ici au Cégep. Quand on me dit, tu es conseillère pédagogique pour le service des Premières Nations, moi, j'arrive ici au Cégep à 8 heures, je ne vois qu'une nation d'étudiants. Et c'est ça que je me dis que vraiment, là, c'est toute une revision que je m'évalue, je me réévalue, je me déconstruis. Ça fait partie de la réconciliation aussi de l'enseignement, de nos approches. Merci pour tout. Bien, merci à vous. Merci de votre partage. Merci beaucoup. Est-ce que je crois qu'on va clore la session? Je vois l'heure 13h06. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Merci à tous. Merci de votre présence. Et on se dit pour certains à la prochaine. En fait, peut-être même à tous à la prochaine. Donc, sur ce, je vais vous laisser pour votre journée. On vous souhaite aussi une belle journée. Donc, Merci voilà. beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Yamé. Yummy.